Good afternoon. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Invité, c'est le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la journée des anciens stagiaires qui marquait le 25e anniversaire du programme de formation en pratique muséale destiné aux autochtones RBC. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests. My name is Dean Oliver. I'm the Director of Research. Je suis le directeur de la recherche ici au musée. J'aimerais commencer notre après-midi par tenir compte du fait que nous sommes dans le territoire non cédé des Algonquins. Je vais vous présenter donc les panélistes qui s'appellent, et puis cette présentation qui s'appelle Plein feu sur la formation en muséologie pour les Autochtones au Canada. Bienvenue également aux personnes qui sont avec nous sur le web. Si les participants sur le web ont des questions, s'il vous plaît, envoyez-les et nous assurons qu'elles seront répondues adéquatement dans la session de réponse aux questions. Jamison Brent, saluez-la, s'il vous plaît, est membre du clan des Tortues. Elle est du Six Nations. Elle a de l'expérience avec les formations autochtones en muséologie. Jamison a été conservatrice pendant 12 ans. S'il vous plaît, donc, je souhaite la bienvenue à Jamison Brent et aux panélistes. C'est mon plaisir aujourd'hui de vous saluer aujourd'hui pour être partie de cette journée spéciale qui est le 25e anniversaire du programme de pratique en muséologie des Autochtones. Nous avons 3 de nos stagiaires autochtones ici. Depuis que ce programme a commencé en 1993, comme recommandation la formation a été essentiellement recommandé dans ce document. Le programme a travaillé avec 120 autochtones à ce jour pour devenir des spécialistes en muséologie. La plupart des personnes qui ont suivi cette formation ont adéquatement réussi leurs études. Et aujourd'hui, nous mettons leur perspective sur les expériences avec le programme. Nous voulons qu'ils soient également, nous voulons leur expérience comme ambassadeurs culturels, le travail qu'ils réalisent. Je pense que nous avons un sens de la valeur de ce programme dans la façon dont la culture autochtone est présentée dans le pays et de façon internationale. Donc aujourd'hui, on a Karen Bélanger Holmes qui a été formée par ce programme. Ça va être la première personne à présenter son expérience. Donc écoutons Karen. Bonjour, je suis Karen Holmes, je suis métis. Je suis de Sainte-Marie. J'ai été formée dans le programme en 2015 et je suis aujourd'hui parce que non seulement je profite de mon temps dans ce programme depuis le début jusqu'à la fin, mais je veux également faire le plaidoyer sur l'importance de ce programme et de cette formation que j'ai reçue. Donc j'aimerais partager un petit peu ce que j'ai trouvé pertinent dans ce programme et le travail que cela m'a permis de réaliser depuis. Il y a quelques années que ça s'est fait depuis mon programme et je suis heureuse de vous dire que je suis maintenant archiviste avec les Archives du Canada pour préparer pendant les 3 prochaines années des programmes en lien avec ma formation. Je suis actuellement dans une équipe, je travaille sur la numérisation de contenu numérique, donc de contenu en rapport avec la culture autochtone. Cela va minimiser les barrières physiques dans les archives nationales. Un autre composant, c'est l'augmentation
des documents numériques. Donc, tous les documents que vous avez seront dans vos recherches que vous pourrez faire de façon numérique. Donc, ce travail fait en sorte que les archives soient disponibles et accessibles. Et je pense que j'ai une position où je fais un travail qui a du sens, parce que dans toutes les recherches culturelles, historiques, tout le travail que j'ai réalisé, l'accès à l'information et trouver les documents a toujours été un défi pour nous. Lorsque j'ai présenté ma candidature à cette formation, je travaillais à Toronto, je travaillais dans un groupe et j'étais intéressée par la formation en muséologie, par les plateformes également numériques. Et ça a été un intérêt particulier pour moi lorsque j'ai fait partie de ce programme, de cette formation. Cela m'a permis donc par la suite d'aller à un niveau supérieur dans cette recherche. Et donc, lorsque j'ai travaillé avec le NTMP, c'est un centre qui se concentre sur les services sociaux, mais il y a peu de choses qui se savent sur les ressources historiques qui sont là, sur les artefacts et les médias. Il y a du matériel de valeur, enfin très intéressant, mettons, de grande valeur là, qui sont... Ce matériel est inaccessible et qui risque d'être abîmé ou perdu parce qu'il est inadéquatement gardé, conservé. Et c'est un petit peu ce qui se fait lorsque l'on accumule des choses. Il y a environ une centaine de boîtes avec des photographies, avec des différents contenus. La plupart de ces contenus n'ont pas de détails sur ce qu'ils constituent. Et pendant le temps où j'étais là, personne dans mon équipe n'avait la connaissance ou la formation pour bien conserver ce matériel. Et également, nous n'avions peu de ressources ou pratiquement pas pour gérer ce matériel. Donc nous voulions que ce matériel soit accessible au public et nous voulions qu'il reste dans le centre autochtone de Toronto. J'étais personnellement assez gênée de répondre à comment gérer ce genre de ressources et c'est pour cela que j'ai voulu être formée afin de savoir quoi faire. Dans ma formation, j'ai pu demander et recevoir 2 formations liées aux situations en question dans la gestion des archives. Notamment, c'est une de mes formations, et également les stratégies pour trouver des bailleurs de fonds pour les projets que je menais. Et c'est les objectifs spécifiques en commençant dans ce programme et c'est comme cela que ce programme a finalement répondu à mes attentes. Pour ceux qui ne sont pas au courant de la structure de cette formation, de ce stage, au tout début, il y a des orientations, des ateliers, des façons de nous aider à suivre la formation finalement et des exemples de comment ce travail s'intègre dans le fonctionnement d'un musée. Lorsque vous commencez le programme, vous pensez que vous savez ce que vous voulez apprendre, mais cette première semaine va vous ouvrir les yeux sur toutes les possibilités qu'il y a. Et tout cela avec les barrières également qu'il y a dans les institutions. Et pour moi, il y avait un rôle important dans cela. En fait, c'était une des formations les plus mémorables que j'ai eues parce que je voulais apprendre ce que c'était d'être conservateur et dans la recherche de conservateurs et sur la gestion des ressources. Mais cela m'a permis également d'atteindre un autre objectif. Et c'est un rapport avec la position qui lie l'engagement communautaire et la recherche pour répondre aux questions du public, pour répondre aux questions spécifiques sur les collections que nous avions. Et lorsque j'étais dans cette situation, j'ai pu faire partie d'une visite de 2 jours pour des autochtones seniors et des aînés. En fait, c'était des survivants des écoles résidentielles qui sont donc venus à cette formation et qui voulaient
participer un petit peu à cette revitalisation culturelle et ce sens de cette fierté culturelle. Et pendant cette visite de 2 jours, ils ont partagé leurs expériences, leurs connaissances, et qui ont été évoquées tout cela par ces artefacts. Et l'intérêt de visiter le musée de l'histoire, eh bien, je voulais faire partie de cette visite. Et lorsque j'ai pu voir quelles étaient les exigences spécifiques pour une visite, on a développé un itinéraire de 2 jours. On a parlé avec les conservateurs de musées, avec les collections. On a également terminé avec une visite privée qui a été demandée pour voir également le lien avec les communautés locales. C'était ma responsabilité de faire le tour de la collection, de répondre aux requêtes du groupe pour lequel je faisais la visite. Et grâce à cela, grâce à cette participation et ce travail en équipe que j'ai pu vivre, eh bien, ce stage m'a appris au-delà d'être une sorte de liaison pour les collections. Cela m'a permis d'avoir un encouragement, cela m'a permis d'avoir un modèle sur comment les institutions peuvent renforcer les relations avec les communautés autochtones et faire un pas vers la réconciliation. C'était une expérience très motivante pour avoir l'opportunité d'avoir plus d'interactions de ce type dans le futur. Depuis le moment où j'ai terminé ma formation et que j'ai commencé à travailler avec les Archives du Canada, j'ai travaillé avec les Métis de l'Ontario pour les archives. Et dans cette position, dans ce poste, j'ai pu appliquer mes formations à ce nouveau travail pour trouver des documentations, pour faire ma recherche, pour faire des analyses, etc. C'est quelques apprentissages que j'ai eus au cours de mon stage que j'ai pu appliquer à mon nouveau poste de travail. J'ai également fait un projet de recherche généalogique très profond, très approfondi, et cela m'a permis d'être publié. La documentation a permis de montrer comment les familles qui s'identifient comme Métis ont été connectées au territoire, ce qui permet donc à leur descendance contemporaine d'avoir accès à leurs droits. Et c'est quelque chose qui a affecté beaucoup de personnes. Les déplacements aux communautés dans le nord de l'Ontario où j'ai pu participer dans des ateliers avec des individus sur leur généalogie et mes approches par rapport à la recherche. C'était vraiment des expériences extraordinaires et je suis très reconnaissante au programme qui m'a fourni ces occasions, ces opportunités qui m'ont préparé à entrer dans mon poste avec confiance. Je crois que ce programme enseigne des capacités qui sont très importantes pour aider les gens à avancer dans leur carrière. Pour moi-même, j'aimerais continuer dans ce domaine, surtout en travaillant avec les documents historiques, la reconnaissance de ces documents en ce qui concerne les liens avec les communautés d'origine. Je trouve que c'est une carrière avec beaucoup de valeur dans les prochaines 3 années. J'ai plusieurs objectifs pour essayer de contribuer à la réussite de ces projets. Je travaille avec le comité consultatif aussi sur les peuples autochtones. Les descriptions de différents documents sont très importants parce qu'ils fournissent un contexte plus large. J'espère que les archives vont participer à des consultations sincères avec les communautés. Il y a plusieurs collections qui sont très importantes pour ces communautés. Je serai une voix de plaidoyer pour ce matériel-là. J'aimerais noter aussi que le processus pour le soin et la conservation de ces documents est aussi lié à la formation que j'ai reçue. Dans les prochaines années, j'aimerais
recevoir plus de compétences et de formation sur la conservation de ce matériel pour pouvoir appuyer, soutenir les intérêts et les besoins de nos communautés. Merci. Thank you very much, Karen. Merci beaucoup. Je crois que ça vous donne une idée de l'importance de ce programme-là, de la grande valeur de ce programme, comment ça peut changer la vie de quelqu'un et aussi la vie de nos communautés. Vous savez que nous vivons dans une période de beaucoup de changements en ce qui concerne la préservation, la sauvegarde du matériel et de la culture autochtone, pas seulement au Canada, mais à travers le monde. On passe maintenant à notre prochaine présentation. C'est Curtis Luzor qui vient d'Akwesasne. Bonjour. Mon nom, Mohawk, et je viens du clan des loups. Et je suis un membre de la communauté d'Akwesasne. Notre communauté se trouve sur la frontière entre les États-Unis et le Canada et aussi la frontière entre l'État de New York et les deux provinces du Québec et de l'Ontario. Donc, nous vivons dans un cauchemar de juridiction avec beaucoup de confusion. J'ai eu des expériences dans ma jeunesse au musée de ma communauté. On a appris à fabriquer des instruments. John Thomas, qui est décédé récemment, était un grand expert. C'était le fils de Georgia Thomas, grand chef de notre nation. Et dans ces cours-là, j'ai appris à fabriquer les outils, les instruments de musique que nos ancêtres fabriquaient et aussi à développer une relation avec le monde naturel. Aussi, j'ai eu quelques postes, des expériences d'emploi pour pouvoir partager aussi cet héritage avec nos frères et sœurs autochtones à travers le pays. On devrait être fiers de notre héritage, de notre histoire et continuer dans cette même direction. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre un peu sur les pratiques en muséologie. Ça m'a ouvert les yeux à tout un niveau national et international. J'ai travaillé comme coordinateur de musée, gestionnaire. J'ai travaillé à tous les niveaux de l'administration, l'infrastructure, des petits musées communautaires où il y a 2 ou 3 salles seulement, avec des petites collections, gestionnaire de collections, interprète, guide-interprète, et aussi au musée du canot à Peterborough, en Ontario, un musée de taille moyenne, avec bien sûr un thème assez spécifique, l'histoire du canot. J'ai aussi participé comme stagiaire ici au Musée national de l'histoire. Bien sûr, il y a des départements énormes ici. Pour quelqu'un comme moi, d'une petite communauté, c'est assez impressionnant de voir l'ampleur d'un musée comme le Musée canadien de l'histoire. Alors, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces expériences à plusieurs niveaux. Mon expérience ici, dans le programme de stage, m'a donné beaucoup de connaissances. Je suis encore impliqué dans le domaine de l'environnement et aussi de la conservation de matériel. Des fois, je reçois des appels d'archéologues qui veulent des conseils. Je suis très impliqué avec la Confédération des 6 nations en ce qui concerne le développement de règlements pour la conservation, des consultations avec les gouvernements fédéraux des 2 pays, États-Unis, Canada, et aussi des États et des provinces. On est aussi très impliqué dans la vente de différents objets. Ça m'a
permis de m'éduquer, de m'instruire et d'apprendre beaucoup plus sur la gestion de nos ressources culturelles, nos ressources, les ressources de notre patrimoine, l'importance de ces objets sacrés, les masques, les médicaments traditionnels, l'importance de ces objets-là sacrés pour nos peuples, nos nations. Quel est le processus adéquat, le processus nécessaire pour permettre de retourner en fait ces objets-là à nos communautés. On a des réunions et des consultations sans cesse. J'ai aussi participer à des consultations sur des projets de construction d'autoroutes qui allaient traverser des terres sacrées, des cimetières, par exemple. Le Parc Canada, beaucoup de nos parcs nationaux se trouvent sur des territoires où nos peuples autochtones avaient chassé et avaient développé plusieurs activités pendant des siècles. Alors, toute la gestion de ces artefacts, de ces objets, l'apprentissage que j'ai vécu m'a beaucoup inspiré quand j'ai essayé d'appliquer pour participer comme stagiaire à ce programme-là. Je venais d'un autre programme à Akwesasne avec un grand maître fabricateur de paniers. Vous savez que cet art-là est très reconnu à travers le monde. Nos artistes ont fabriqué des paniers pour le Vatican, la reine, des présidents et des premiers ministres d'un peu partout, des chefs d'État d'un peu partout dans le monde. Cet art-là, donc, d'Akwesasne est très connu. J'ai appris un peu à fabriquer ces paniers pour l'utilisation quotidienne. C'était vraiment une expérience extraordinaire et ça a fait naître un feu à l'intérieur de moi. Ça m'a inspiré bien sûr à participer à ce stage ici au Musée canadien de l'histoire. Les paniers fabriqués par ma mère, mon père, ma grand-mère, l'éducation est très importante. Comme environnementaliste, je suis conscient du fait qu'il y a des espèces d'arbres qui ne seront plus disponibles à nos jeunes. Il y a des maladies qui tuent des espèces entières. Maintenant, à Akwesasne, on est en train d'utiliser d'autres matériaux, d'autres types de bois et d'arbres pour la fabrication de ces paniers-là, des chênes, des frênes, d'autres espèces. Qu'est-ce qu'on peut aller puiser dans le monde naturel pour remplacer? Comment trouver l'arbre qui fournit le col pour la fabrication. J'aime aussi, encore bien sûr, la gestion des ressources culturelles. Je participe à plusieurs comités, des commissions qui œuvrent pour revitaliser nos langues, nos cultures, la continuation de nos peuples, de nos nations même. Comment laver nettoyer le maïs, toutes ces approches, ces façons de faire traditionnelles, encourager nos jeunes artistes de pratiquer ces façons ancestrales, comment tisser, comment fabriquer des tapisseries, comment pêcher, chasser comme nos ancêtres, sans demander quoi que ce soit des autres, parce que tout ce dont on a besoin est devant nous et là. Merci beaucoup.
quand je me suis réveillé ce matin et je pensais à la journée d'aujourd'hui, comment ça allait se dérouler, et j'ai pensé à Curtis, la première fois qu'on s'est rencontrés au 59ers Club. On voit qu'il y a eu tout un parcours depuis ce moment-là. Je pense que ce que Curtis soulève est très important pour nous tous. Vous savez, nous entendons souvent, les gens pensent aux peuples autochtones, on a entendu des commentaires ce matin d'ailleurs, qui étaient très justes, que tous les peuples autochtones sont pareils et on est tous mis dans la même catégorie. Et moi, j'ai souvent entendu les histoires sur les 7 générations, les nations autochtones qui défendent la terre, qui se trouvent dans une position pour vraiment protéger les générations futures. Pour les Haudenosaunee, ce qu'on m'a raconté, ce que mes aînés m'ont raconté, pour nous, c'est cette génération, veulent dire que dans nos vies, on se trouve au milieu, on peut connaître nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ils vont nous transmettre des choses, des connaissances de leurs ancêtres et nous, on peut ensuite les transmettre à nos petits. Ça passe de grands-parents à parents et nous, au milieu de cette transmission générationnelle, on est responsable de sauvegarder et ces connaissances pour pouvoir les partager avec nos jeunes et nos petits et nos enfants et nos petits-enfants. On doit être très attentif à cette tâche-là. Pour les Haudenosaunee, c'est notre façon de voir ce concept-là de cette génération. Alors, je pense que ce que Curtis a dit est très juste. La prochaine présentatrice, c'est Janice George. Dean a mentionné que moi, j'étais participante dans ce programme de stage. Je vais vous dire combien d'années sont écoulées depuis, mais Janice était une de mes collègues dans le programme à l'époque et elle est venue au programme avec tellement de connaissances, de compétences, de talents et de dons, et ensuite elle a fait beaucoup de choses très intéressantes après le programme. Alors Janice, allez-y. Merci. Bonjour tout le monde. C'est un grand honneur pour moi d'être ici parmi vous. Je suis algonquine, pardon, d'être ici parmi vous sur le territoire non cédé des Algonquins, des Anishinabés. Malheureusement, je viens de la Colombie-Britannique et le décalage horaire m'affecte assez profondément. Je suis un peu fatigué, mais je suis très heureuse d'être ici pour vous parler de mon expérience dans le programme. Je me souviens très bien de la date précise. C'était en 2005. Ah, une chance que Jameson est là. Oui, c'était en 2005. Avant ma participation au programme, j'étais très impliqué chez moi avec ma culture, l'histoire de mon peuple, de ma nation. Mon premier emploi à 18 ans, je faisais des entretiens avec des aînés, on les enregistrait et donc c'était vraiment mes débuts et j'étais perçu comme quelqu'un qui faisait ça très bien. On filmait, enregistrait la sagesse de nos aînés. C'était vraiment une expérience extraordinaire et je me sens très fortuné d'avoir fait ce genre de travail. Donc, quand j'ai voulu faire ce programme, le Vancouver avait fait la présentation pour faire participer aux Jeux olympiques et je travaillais sur le projet de l'héritage. C'était une première nation qui nous recevait. Nous avons créé le centre, un centre de 30 000 pieds carrés. C'était une long house. On était dans l'équipe de conception. C'était l'opportunité pour nous d'une vie, pour participer à la construction avec les architectes, les concepteurs. Et j'ai eu la chance à ce moment-là, en 2003, d'apprendre comment
Il y avait quelqu'un dans notre communauté. Nous voulions apprendre. Je suis à l'école d'art pendant 4 ans avant cela et je voulais apprendre. Et après, on a commencé à enseigner également parce que la personne qu'il y avait là n'était pas à l'aise à enseigner. Donc c'était une équipe, mon mari et moi, Joseph, et nous avons commencé à enseigner à la maison. Donc on est passé... on avait un étudiant à l'époque. Donc il y avait énormément d'étudiants qui ont fait cela. Lorsque je suis venue ici, j'étais très heureuse de venir ici. J'ai rencontré le docteur Leslie Tupper, qui vient d'une famille que nous connaissons. Et nous avons pu assurer... donc on a essayé de trouver des personnes pour nous aider. Donc il y avait plusieurs personnes qui nous ont aidés. Et là on a pu voir, c'était des tisseurs, pardon, et donc ils ont pu nous aider et nous avons eu une rencontre sur cela. Ça a créé beaucoup de plaisir dans la communauté avec ces tisseurs. C'était vraiment très bien, ces tisserands. Il y a de toutes ces petites communautés. Et quand on s'est assis pour parler des choses qui sont venues et que nous voulions voir, c'était des enseignants qui vont apprendre à tisser. Donc c'était notre priorité numéro 1. Également pour éduquer nos communautés sur... le tissage particulier que nous appliquions, parce que même les aînés de l'époque n'étaient pas vraiment au fait de comment faire les choses. Donc on a trouvé des gens pour retrouver les connaissances ancestrales. Ma grand-mère était là, elle avait 94 ans et puis elle avait des connaissances apprises de sa grand-mère. Il y avait également énormément de choses qui se sont produites là. J'ai regardé des films dans les archives et j'ai regardé un film de 1928, Harley Smith. Et j'ai su qu'il y avait un film d'un certain type et qu'il y avait nos ancêtres là. Et c'était l'arrière-grand-mère de mon mari qui tissait avec de la laine. Donc il y avait... elle faisait donc du tissage. Et mon arrière-grand-père était là également, il faisait de la pêche. Et puis il écrivait, donc il construisait ce qu'il fallait pour la pêche. Et c'était une découverte extraordinaire, très émotive aussi. Je me rappelle que Jamison était là lorsque j'ai regardé ça pour la première fois, ce film. C'était incroyable. Et en travaillant donc avec le docteur Leslie Tupper, qui nous a beaucoup aidés pour justement intégrer cette connaissance sur le tissage dans la communauté. On a pu écrire un livre sur le tissage en rapport avec la pêche. Nous sommes allés en Europe, nous sommes allés en Écosse, au musée Smithsonian à Boston, à plusieurs différents musées. Et nous avons pu étudier ces créations en tissage. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a de très belles photos qui peuvent aller dans le livre. Il y a beaucoup de tisserands qui vont peut-être pas voir leurs créations, mais ces créations, mais on voulait s'assurer qu'il y avait des photos en couleur, magnifiques, pour faire la conception à travers ces photos, voir les couleurs qui ont été utilisées. Et même si on ne pouvait pas parler aux tisserands qui avaient fait ces créations, de 200 ans parfois, d'âge,
Parce que le travail des femmes en général n'était pas particulièrement documenté. Il y a de magnifiques paniers, il y avait des techniques de tissage extraordinaires, mais personne ne savait qui étaient les tisserands. Et c'est très intéressant parce que je pense que les choses vont changer avec le temps, parce qu'autrement, quand on parle de tissage, toutes les cultures, quand on fait des cérémonies, la première chose que l'on voit, c'est les tapis qui sont sur le sol, les zones sacrées où les gens doivent se tenir. Et c'est là où on a un nom, quand on est marié, quand on essaye de garder la mémoire d'une personne. Quand il y a des cérémonies, la personne a une corde à porter. Et également, elles ont une sorte de bandeau qu'elles peuvent porter sur la tête. Et chaque chose a un sens, chaque chose a une fonction. Et quand on enseigne le tissage, eh bien, on essaye d'expliquer que c'est très important parce que c'est la protection pour notre peuple. Et c'est ce que l'on fait, on prie, on met notre énergie positive, on protège les gens qui vont porter ces créations. Donc, ayant l'expérience que j'ai eue là, j'ai pu continuer à parler avec des membres de peuples autochtones, avec des aînés, et également poser des questions, voir qu'est-ce qu'il fallait enregistrer, qu'est-ce qui pourrait avoir du sens dans le futur, pour le futur de notre peuple, qu'est-ce qui doit aller dans les archives. On n'avait pas d'archives, il y avait juste une chose. Maintenant, on a un centre culturel, mais on ne peut pas garder beaucoup de choses là. Donc, l'expérience ici, j'ai pu aider, comme j'ai dit, aider au centre culturel dans le design, la conception de ce centre culturel. J'ai eu aussi la chance d'être une artiste qui a pu mener une formation dans le centre culturel, et j'ai également été co-conservatrice. Donc beaucoup de l'expérience que j'ai eue ici, eh bien cela a donné la confiance dont j'avais besoin pour travailler pour mon peuple. On a besoin beaucoup de confiance pour travailler pour notre peuple. Parce que ce que l'on fait, cela va perdurer dans notre communauté. Donc on doit aller là avec beaucoup de confiance et garder nos principes, garder fermement nos positions si c'est nécessaire. Et donc, je vais m'assurer que je tiens compte de nos ancêtres qui nous ont donné tout ce dont on parle aujourd'hui et qui ont créé toutes ces techniques. Lorsque je travaille, je me dis, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Comment ils ont dit, je vais faire ça d'une certaine façon pour avoir le double du métier à tisser, des choses comme ça, pour faire un panier, comment faire toutes ces choses. Donc je pense que c'est formidable, on a une histoire très intéressante à raconter. Et là, j'ai trouvé que nous avions des ancêtres, 2 ancêtres ici, et nous pouvons commencer le processus de rapatriation. Notre chef du conseil, il a dit on va commencer le processus, et cela a été guidé à travers ce processus ici et amené nos ancêtres à la maison. Ils ont été sortis de leur zone, de la zone de Stanley Park, c'est au centre de la ville de Vancouver, je ne sais pas si vous connaissez, et après être dirigés, après on les a promenés depuis l'aéroport. On a été escortés par la police montée du Canada et on arrive à destination. C'était une journée magnifique comme aujourd'hui. Et là, on les a amenés, on les a rapatriés.
Lorsque j'ai demandé aux aînés quel type de cérémonie ils voulaient faire, ils ont dit on va faire tout ce que l'on peut faire pour nos ancêtres, on va faire tout ce que l'on a, on va faire catholique, on va faire shaker, on va faire les masques de la société secrète. On a fait tout ce que l'on pouvait faire. C'était des ancêtres de 4000 ans d'âge et donc on a essayé de faire ce qui correspondait aux personnes des postes les plus élevés dans la hiérarchie de notre société. Ma grand-mère était heureusement là et elle a pu voir ses ancêtres et elle m'a dit « Je veux voir nos ancêtres maintenant ». Elle m'a pris la main et on a marché et je l'avais qui tenait mon bras et qui regardait à ses ancêtres de 4000 ans. Et c'était une sensation extraordinaire que je n'oublierai absolument jamais parce que je continue à en avoir la chair de poule. Oui, je me suis sentie plus petite qu'un grain de sable finalement parce que là on est dans le temps, on a si peu de temps pour contribuer comme on peut. Donc on a prié pour eux la veille, on les a amenés à notre territoire. On a eu des prières là-bas, ensuite on a eu la cérémonie secrète. Le matin où on a eu la cérémonie secrète, il y avait une énorme tempête et donc c'était dans notre territoire du nord. Donc toutes les personnes qui s'étaient pas déplacées la veille n'ont pas pu venir. Par exemple, certaines de mes sœurs n'ont pas pu venir, elles étaient tristes de ne pas avoir pu faire la cérémonie avec les ancêtres. Il y avait une tempête de neige terrible. Et là, on a pu quand même faire notre cérémonie. Et un petit peu plus tard, je ne sais pas si les infos sont arrivées ici, mais il y avait une tempête de vent terrible. Et beaucoup d'arbres sont tombés dans le parc de Stanley. Et c'est le parc qui a été le plus affecté. Et c'était une information mondiale qui a fait une image aérienne. Et c'est là où nos ancêtres ont été pris. C'était étrange de voir les signes qui allaient dans le bon sens. Et je n'ai jamais pensé à cela comme une destruction. J'ai vu ça plutôt comme le renouveau pour notre peuple, pour réclamer d'où nous venons. C'était notre plus grand village à Stanley's Park. Donc, c'est là où nous avions notre village le plus grand. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Si j'étais dans un film, eh bien, j'aurais dit « Waouh !» Mais c'est arrivé dans la vie vraie, donc dans la vie réelle. Donc, tout a commencé là. Et je suis très heureuse donc d'avoir pu acquérir ces compétences, parler de nos anciens, de nos ancêtres, de nos aînés, de notre leadership, de notre jeunesse et tout le monde au milieu qui a à peu près mon âge. Donc je suis très reconnaissante. Je suis très reconnaissante de cette opportunité qui m'a été donnée. Merci Janice et merci à vous trois, à nos trois panélistes invités. Comme j'ai mentionné plus tôt, aujourd'hui, on va rassembler un groupe de 30 stagiaires produits issus de ce programme. Ce qu'on voulait faire avec ce panel, c'était de permettre à chacun de ces trois individus de partager leurs expériences comme ambassadeurs et ambassadrices culturelles. On va maintenant permettre un petit moment pour des questions, des commentaires. Il y a des microphones dans la salle. Il y a un micro de ce côté. Et puis, il y a un autre micro de l'autre côté. Si vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de venir au micro. Donc, on va parler des grandes priorités. Quels sont les plus grands défis et les plus grandes priorités pour le sauvegarde et la conservation du patrimoine autochtone?
Alors, n'importe quel de nos panélistes, vous pouvez répondre. Oui, les priorités et les défis. Un des défis, pendant que j'effectuais ces entretiens avec les aînés pendant plusieurs années, j'étais un peu nerveuse, un peu inquiète parce que je faisais ces entretiens, ces interviews avec les aînés et ensuite ils décédaient et je me demandais si les aînés qui étaient encore vivants n'allaient plus participer en voyant que les autres mouraient tout de suite après l'entretien. Mais je pense que c'est très important pour nos peuples de connaître, de se familiariser avec notre histoire. Pour les jeunes surtout, j'ai entendu cette citation à Santa Fe, un aîné qui disait notre responsabilité à nous, c'est de permettre à nos jeunes de ne plus voir qu'il y a eu une interruption, une rupture dans notre histoire. C'est ça notre tâche aujourd'hui et nous pouvons tous contribuer à cela. Moi, je fais ce que je peux pour contribuer. Je travaille de façon acharnée pour donner ces connaissances-là à nos jeunes. Quand on se préparait pour les JO, on a bâti un studio pour permettre la continuité de ce travail-là. Et maintenant, je participe comme conseillère à la galerie Bill Reed. Je participe à un comité d'éducation et de culture aussi pour prendre des décisions par rapport à comment on devrait faire les choses dans l'avenir. L'autre affaire qui est très importante, c'est de s'identifier sur nos territoires davantage. On ne le fait pas suffisamment. Ça fait partie de cette conscientisation de nos jeunes et de permettre à nos jeunes de vivre ces expériences, de ne pas permettre cette rupture, cette interruption dans notre culture, de permettre la continuité, la continuation. Sinon, nos jeunes n'auront pas accès à toute l'histoire, les noms des lieux dans notre langue, parce que les noms d'un lieu sont très, très importants. La langue est très importante. Elle communique, elle transmet beaucoup. Alors, ce sont les défis, je crois, pour moi, les défis principaux. Pour moi, je trouve qu'il y a des défis énormes, surtout dans le domaine de la muséologie. Je suis impliqué depuis 20 ans. L'importance de nos objets sacrés, de les retourner aux nations, aux communautés d'origine, c'est très important, c'est fondamental. Il faut créer ces espaces pour le dialogue et ensuite procéder à avancer vers ce but-là de retourner ces objets. Parce que pour les communautés, pour ces individus, c'est très important que ces objets-là reviennent aux communautés, qui ne soient plus dans les musées. Nos peuples doivent pouvoir toucher, voir, pratiquer leurs pratiques ancestrales avec ces objets, en utilisant ces objets. Et tous les restes humains aussi doivent être retournés aux communautés. On a suffisamment étudié nos ancêtres et c'est une grande priorité pour nos peuples. Et nous devons éduquer les gens qui pourront faciliter ce genre de dialogue-là au niveau fédéral, provincial, au niveau local aussi, permettre ce dialogue sincère. Et nous devons créer des équipes aussi. Dans mon programme, comme moi, j'ai complété le programme en 98. Il y avait 2 participants d'Akwesasne. Renee Jacobs était l'autre. Elle est là, je pense, parmi nous. Je la vois pas, mais je sais qu'elle est là aujourd'hui. Il faut créer des équipes.
ça ne peut pas être un seul individu. Il faut permettre à des équipes de se spécialiser en conservation. Tout le monde doit avoir des connaissances, mais il faut avoir des spécialistes aussi. Quelqu'un qui se spécialise dans la gestion des collections, qui puisse comprendre vraiment en profondeur comment ça marche. Et ensuite, qui puissent rentrer chez eux, dans leur communauté, pour créer leurs propres organisations, leurs propres infrastructures pour loger, pour préserver ces collections. Il y a un certain momentum, un certain élan en ce moment, mais il faut renforcer ces capacités dans nos communautés pour avoir des équipes qui peuvent gérer ces ressources culturelles, ce patrimoine, pour que nous puissions nous-mêmes être les protecteurs de ces collections et aussi pour pouvoir créer des collections vivantes, dynamiques, avec des matériaux, des collections, des objets anciens, mais aussi avec des collections nouvelles, contemporaines. Quand j'apprends davantage sur la muséologie et les différentes pratiques dans la conservation, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui créent des reproductions. Et ils analysent toute l'histoire, par exemple, d'un habit ou d'un costume en utilisant les mêmes aiguilles de l'époque qu'on a utilisées pour fabriquer un vêtement. Les perles, même les tissus utilisés avant le contact avec les Européens. Tous ces outils d'éducation sont très importants pour permettre à nos jeunes de comprendre notre trajet, notre histoire et quel est notre avenir aussi. C'est quelque chose qui a été mentionné dans la session de ce matin. Je pense qu'un des défis c'est de permettre la participation des perspectives et des voix autochtones qui soient véritablement intégrées et respectées, qu'on puisse entendre les histoires autochtones quand on parle de notre héritage matériel, notre héritage concret. Un collègue et moi, on nous a demandé de partager notre perspective, sur une collection archéologique qui allait être exposé dans un musée. Qu'est-ce que ces objets-là signifiaient pour nous? Et on allait nous filmer en train de répondre à cette question dans la salle avec la collection autour de nous. Et après de filmer cet entretien, on a revu la vidéo avec les changements. On s'est rendu compte que le réalisateur avait enlevé des bouts très importants et tout a été fait pour que notre point de vue soit un point de vue qui appuie la collection, la façon de faire du musée. C'était vraiment une expérience assez négative pour nous. Il ne faut pas altérer nos voix. Je ne veux plus revivre ce genre d'expérience. On a bien sûr réagi publiquement et le vidéo a été refait pour bien refléter ce qu'on avait véritablement exprimé, quels étaient nos vrais points de vue. Alors finalement, on nous a écoutés à la fin, mais ça a pris quand même une certaine résistance et ça a été très décourageant comme expérience. Oui, je crois que c'est un très bon point soulevé ici. Comme stagiaire, comme ancienne stagiaire, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai pris. C'est cette confiance de pouvoir me défendre, de parler au nom de moi-même, d'avoir une confiance professionnelle qui est nécessaire dans ce domaine. Parce qu'une fois
qu'on est dans un poste, on s'attend à ce qu'on soit le porte-parole et des fois, on ne se sent pas du tout prêt pour parler de cette façon-là. Alors, le stage comme tel m'a donné cette confiance et je pense que c'est très important de soulever ce point-là. Il nous reste très peu de temps. Alors, on va aller tout de suite aux questions de la salle parce que je vais vous donner, vous le public, un petit moment de réagir, de poser vos questions. Je crois qu'il nous reste 2 ou 3 minutes, c'est ça? Oui. Alors, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, allez-y. Ah, on a notre ancien stagiaire. Je me demande, par rapport au programme dans les prochains 25 ans, quelles sont les priorités, quels sont les défis du point de vue des musées et comment est-ce que vous allez recruter d'autres stagiaires? Est-ce que vous allez accroître le nombre de stagiaires? Quelle bonne question! C'est ce qu'on essaye d'explorer. On parle avec nos stagiaires, avec nos anciens pour voir quelles sont les options pour l'avenir. Les gens sont là pour réfléchir, pour célébrer, pour fêter, mais aussi pour établir des priorités, des plans pour l'avenir. On a nos anciens stagiaires qui sont là pour répondre à ces questions en participant à des vidéos, en soumettant des rapports par écrit. Alors, on est en train de réfléchir à cela précisément. C'est une très, très bonne question. On est en train de faire des plans pour l'avenir. Là-dessus, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'il nous reste plus de temps. Je vais juste vérifier avec nos techniciens. Ah, je pense qu'on a une question qui nous vient de façon numérique. Oui, on a une question sur Internet de Valerie qui dit hier, nous sommes allés au musée, on a participé à un programme pour écoliers qui s'appelle Tradition des Anishinaabe. Est-ce que les participants dans le programme ont une certaine rétroaction à donner au musée par rapport au programme pour les écoliers? Oui, absolument. On a quelques stagiaires qui sont intéressés vraiment dans ce domaine-là et ont pu travailler avec les équipes qui développent, qui créent les programmes pour les écoliers qui viennent au musée et qui ont aussi partagé leurs idées, leurs rétroactions pour les programmes dans l'avenir. Ce que je voulais dire, c'est que tous les stages ne sont pas seulement des stages de formation, ce sont des vrais postes où les stagiaires ont la chance de travailler à côté des professionnels du musée et ça leur permet d'avoir une vraie influence. Merci Valérie. Alors sur ce, on va clôturer la session d'aujourd'hui. Merci d'être là. Et je suis très heureuse d'être ici à côté de ces 3 individus que je respecte énormément, le travail qu'ils font. Ils ont été vraiment des leaders dans le passé et maintenant, ils sont encore plus importants, comme beaucoup des autres anciens stagiaires. C'est un programme très important et je me sens très privilégié d'avoir eu la chance d'y participer. Merci, merci d'être là aujourd'hui parmi nous.